Bonjour les gens, votre Je dirais même plus numéro 16 est sur la piste de Millennium. De grosses flammes sortent des tuyères d'échappement et on va décoller pour 1 heure ensemble. Petit vol, mais grand bonheur. Je dirais même plus, l'émission 100. Votre heure hebdomadaire sur la bande dessinée. Les 3 mousquetaires étaient 4, tout comme notre équipe de choc de la chronique en profondeur qui se prénomme Clotilde, honneur à la dame, André, Benoît et Damien pour les messieurs. Heureusement que l'on ne s'est pas calé sur les 7 nains pour recruter l'équipe, sinon il aurait fallu 2 génériques pour présenter tout le monde. Qui peut bien donc être notre invité du jour, vous questionnez-vous en retenant votre souffle, tel des soupes à l'oignon et croûtons moyens. Eh bien, c'est un dessinateur qui vient, entre autres, nous parler du tome 2 d'une très ludique série. Ça vient de sortir, c'est très chouette, et on ne vous en dira rien de plus, enfin, on vous en parlera dans quelques instants, c'est pour ça que je vous en dis pas plus maintenant. Respirez donc, vous verrez, c'est plutôt agréable. Eh ben, on inspire un grand coup, et on est parti. Je dirais même plus. Alors, Damien, Benoît, concentration. Je dirais même plus, l'émission sans prétention, mais avec du fond quand même, enfin on espère. Mais il y a des semaines, bon c'est vrai que c'est moins bien en fait, mais c'est peut-être à cause d'Omicron ça aussi, non? Hein? Voilà. Je sais pas si t'as encore assez de place dans ta culotte. Voilà, bon bah je la remets dans ma culotte, d'accord. Je dirais même plus. Je dirais même plus Siennes et je dirais même plus sien, bienvenue à notre 16e, rien à voir avec l'arrondissement parisien, même si on a mis les petits plats dans les grands et sorti l'argenterie de la chronique aujourd'hui encore. Benoît et Damien sont sur ce plateau, mais en respectant les gestes barrières et en ayant bien appliqué ces mini-slips kangourous chirurgicaux nommés masques sur leurs appareils respiratoires. André a découvert les joies du télétravail, ce feignant, et Clotilde, notre exilée, nous parlera depuis Paris, dans ce 16e, mais pas depuis le 16e, donc. Alors, que nous propose le menu, en dehors de ces condiments de la chronique? Eh bien, un chroniqueur extérieur qui se prénomme Fred, et qui, avec Laurine et Thomas, ses 2 collègues, conseille lecteurs et tristes de la librairie rennaise Tibulle, tome 2. C'est rue Saint-Hélier, juste après le Théâtre National de Bretagne, ou avant, en toute logique, si vous avez pris la rue dans l'autre sens. Le plat principal, le roboratif de ce numéro 16, ce sera l'entretien avec un formidable et dominical invité formidable, et en ce dimanche 13 février, nous échangerons avec Franck Biancarelli, dessinateur de son état. Carmela Crime tome 2, que Lewis Trondheim lui a scénarisé, vient de sortir en librairie et c'est l'occasion rêvée de quelques questions sur son actualité et sa belle carrière. Bien, la première de la classe, comme durant toute sa scolarité, et comme nous dans les nôtres d'ailleurs, hein les gars, Oui. c'est notre Clotilde. Clotilde a de la suite dans les idées et va donc reprendre le fil de sa chronique sur Bolshoi Arena afin de nous en livrer la suite. Moins marathonienne que Benoît, elle devrait probablement s'arrêter là et ne pas nous faire une série de 12 épisodes sur 5 saisons. Hein Clotilde, que tu devrais t'arrêter là? Je vous avais laissé la semaine dernière avec le cliffhanger final du tome 1 où Marge, aka Marjom, jeune étudiante et noob dans l'univers du jeu vidéo Bolshoi Arena, est victime d'un locked-in syndrome, c'est-à-dire qu'elle est encore consciente, mais que son corps ne répond plus. Sa conscience est transférée dans le Bolshoi, d'abord sur le serveur privé de son amie Dana, puis directement dans le jeu. Mais personne, et particulièrement pas les médecins, ne sait ce qui arrivera dans le cas d'un nouveau lag. Cas concret qui risque d'arriver dans quelques semaines, voire quelques mois tout au plus. À la fin du tome 2, le lag tant attendu arrive. C'est en fait Marjom qui l'a provoqué en se mettant en tête de la cordée. Comme vous le savez si vous avez écouté la première partie de cette chronique, le lag est provoqué généralement par la découverte de nouveaux systèmes. Ce que Marjom découvre est proprement incroyable. 2 planètes similaires à la Terre avec de la vie organique et animale, l'intelligence artificielle a réussi à créer une vie artificielle indépendante. Ceci dit, ce n'est pas la seule vie artificielle du Bolshoi. Il y a quelques joueurs fictifs aussi, mais je divulgage peut-être un petit peu là. L'exercice de chroniquer un tome 3 sans spoiler les précédents est un peu casse-gueule, j'avoue. Donc, dans le tome 3, on retrouve Marge dans son système planétaire qu'elle a baptisé Janus. Elle sait que la cordée ne va pas tarder à la rejoindre, elle ne va donc pas rester seule très longtemps. Elle s'interroge donc sur comment protéger sa planète de la curée et de l'exploitation par les grandes multinationales du jeu, Titanica en tête. Ça vous rappelle quelque chose, les grandes multinationales qui exploitent à outrance des ressources naturelles, quitte à défigurer le paysage et exterminer des espèces complètes? Multinationales qui embauchent des salariés payés au lance-pierre quand ce ne sont pas des indépendants ou des auto-entrepreneurs, hein? Bref, j'ai eu du mal à savoir comment j'allais chroniquer ce tome parce que la lecture m'a laissé un goût amer dans la bouche. Hormis la critique du système capitaliste, on voit apparaître les failles de l'héroïne, ses défauts, lui, nous, éclatent en pleine figure.
Et c'est là tout le talent de l'excellent scénariste. Oh ça va, vous savez que j'aime Boulet d'amour, c'est bon. De l'excellent scénariste, disais-je. Il nous fait apparaître d'abord doucement, puis de manière de plus en plus marquée, les nuances dans le caractère du personnage principal, le gris, le noir. Et on arrive presque à ne pas en vouloir à ses amis, d'être eux aussi des humains faillibles qui finissent par ne plus pouvoir la soutenir, qui prennent leur distance et qui lui demandent de rendre des comptes. Mais d'un autre côté, on est évidemment attaché à Marge depuis 2 tomes, et on en veut à ses amis de ne pas être des surhumains, de ne pas comprendre que pour elle, le plus important aujourd'hui, ce n'est plus sa vie, c'est de protéger sa planète, de créer un sanctuaire dans le Bolchoï. Alors voilà, j'ai un goût amer dans la bouche parce que j'en veux aux scénaristes d'avoir créé des personnages réalistes avec des défauts, des faiblesses et des réactions cohérentes, bref, des personnages qui sont foncièrement humains. Pour terminer cette chronique, je vous invite à aller consulter l'Instagram de Asen, @Asen, A-S-E-Y-N, qui regorge de jolis dessins et sur lesquels il avait partagé une anecdote sur les échanges qu'il avait eus avec Boulet concernant Bolchoï Arena. Dans le tome 3, une des cases fut scénarisée d'une seule phrase, des milliers de vaisseaux. J'aurais ajouté un petit good luck and good game pour la bonne mesure. Bolchoï Arena tome 3, Révolution, aux éditions Delcourt, est disponible chez tous les bons libraires. Merci Clotilde pour cette présentation de Bolchoï Arena. On a bien senti le souffle du Boulet, comme on dit, et celui d'Assain aussi, bien sûr. Merci à toi, tout à fait. Bonne semaine, à bientôt. à plus. Je dirais même plus. Nous rallions maintenant la belle ville de Rennes où nous attend Fred de la librairie Tibul, tome 2, afin de nous parler d'un album qui lui a particulièrement tapé dans l'œil. Rassurez-vous, ça n'a rien de douloureux. Bonjour Fred, c'est à toi. Bonjour, je vais vous parler du dernier livre de Book et Nicolas Juncker qui s'appelle Un général des généraux, qui est paru chez Au Lombard, et donc qui relate le retour au pouvoir de Gaulle en 58. Donc c'est pas mal dans l'actualité puisque déjà il y a pas mal de gens qui se réclament du gaullisme en ce moment. Et donc ça commence à Alger, donc qui est en plein trouble et d'une espèce de bande de militaires qui sont en train d'essayer de faire en sorte que l'Algérie reste française parce que ça commence à bouger et puis visiblement au gouvernement on est un peu gêné de tous les côtés. Il y a le gouvernement est affaibli, les socialistes menés par Mitterrand essayent de commencer à parler de décolonisation, bref, et c'est un gros bazar, et les militaires qui sont en place au pouvoir à Alger donc commencent à parler d'un putsch, mais d'un putsch qui n'a rien à voir avec celui qui aura lieu quelques années plus tard, et donc à Paris, évidemment on s'inquiète, et tout ça est raconté donc avec en toile de fond le général de Gaulle qui ne fait strictement rien pendant les 3/4 de l'album, qui laisse les choses se déliter en survolant la mêlée et puis avec cette posture un petit peu d'homme providentiel qu'il affectionne tellement. Et donc voilà, c'est troussé par Nicolas Juncker qui fait un récit circonstancié a priori avec des vraies sources et puis épaulé par Book qui fait des trognes pas possibles avec des gens qui s'y prêtent, des types comme Massu effectivement, ils demandent qu'à être caricaturés. C'est vrai. Et donc ça donne un album très riche. Faut mieux être bien le lire à tête reposée parce qu'on peut pas, c'est difficile de le poser, de le reprendre et de se souvenir de tous les protagonistes vu que la situation est en perpétuel mouvement avec des retournements de situation, des crises qui s'amorcent dans des crises. C'est assez. Puis on sent l'atmosphère étouffante avec une espèce de panique permanente qui secoue toute la classe politique, des mises aux arrêts, des types qu'on va chercher, on sait à peine qui ils sont. C'est très très chouette. J'ai pris beaucoup de plaisir à lire cet album parce qu'on sent vraiment une espèce de cacophonie permanente avec un gouvernement complètement aux abois et qui est soumis à quasiment des cris, des sautes d'humeur de militaires en place qui essayent de sauver la face par tous les moyens. D'accord. Donc un voilà. Superbe album. Écoute, merci. Ouais, très très bon album. Et puis après Book, on connaît il est extrêmement prolifique, on connaît son talent et là là on sent qu'il se régale en plus. C'est vraiment plaisant. C'est vrai qu'il y avait des têtes un peu façon. Des massues, c'est incroyable.
Ok, merci beaucoup. On te laisse retourner maintenant à tes chers albums, tes chers clients et tes chers collègues. Merci. Et puis à bientôt. Merci encore. Salut à toi. Merci, au revoir. Je dirais même plus. Benoît, plongé que tu étais dans l'intense préparation de la 17e, où tu assureras l'entretien, tu n'as point eu le temps de me livrer le sujet de ta chronique du jour, que je vais découvrir en même temps que nos auditeurs étrices. Camarade, c'est à toi. Désolé Gilles, bonjour à toutes. Il s'agit du carnet rouge de Teddy Christiansen. Excellent. Où la recherche biographique se double de révélations douteuses. L'histoire s'ouvre sur une première page composée de 3 images superposées, correspondant aux 3 temps de l'album. Les tranchées de la guerre 14, un chevalet et un tableau présentés dessus pour la période d'avant-guerre, et un paysage de l'époque actuelle. Le scénario prend sa source dans le projet d'une biographie sur le poète William Myler, dont on ne connaîtra rien. Ce projet bifurque quand le vieux biographe reçoit un carnet bleu, envoyé par une vieille femme, et qui évoque les relations amicales du poète avec son frère, peintre, Philippe Marnam. Le récit va se développer autour de l'alternance des différentes époques. En effet, plusieurs pages sont consacrées à l'arrivée à Paris en 1910 des mémoires du peintre, et c'est très court et assez banal pour un artiste dans sa situation, et sur les espérances que peut nourrir un jeune peintre dans la capitale des arts. Mais la banalité prend du relief dans une lettre plutôt intrigante de 1915, où le peintre fait état de son inquiétude quant aux hommes qui le poursuivent, sans en connaître la raison au milieu de l'album. Le biographe va recevoir ensuite un autre carnet, vert celui-là, qui nous renseigne sur la vie du peintre jusqu'en 1917. Dans ce carnet vert, le peintre relate les horreurs de la guerre et son récit reste banal, même s'il est absolument terrifiant et reflète aussi l'angoisse des combats et la peur du retour. En effet, comment peindre après la guerre ? Et un 3e carnet, rouge, nous apprend plus sur l'acte profond de créer, d'entamer une toile au-delà de la technique. Mais, au fur et à mesure des recherches du biographe, nous comprenons de manière très subtile, mais peut-être un peu trop, qu'il s'agit de la réalisation d'un faux tableau, d'un faux Vermeer en l'occurrence. Et dans ce récit, où il ne se passe quasiment rien en termes d'action, la découverte du faux tableau que nous ne voyons jamais reste assez obscure et peu accessible à la première lecture. Et je dirais même plus, même sur la couverture, le tableau reste caché par le protagoniste vu de dos qui la regarde. Au final, le biographe va choisir de brûler les carnets et les lettres pour ne rien laisser, excepté les tableaux sans leur contexte particulièrement peu reluisant, car il s'agit en fait d'un tableau de faussaire. Existerait-il un parallèle avec la douleur de l'artiste au travail et celle du vieux protagoniste biographe endeuillé ? J'y vois aussi et surtout le dialogue d'un dessinateur de BD qui relate le questionnement d'un autre artiste peintre à une autre époque. La BD fonctionne donc ici avec des flashbacks et c'est toute la beauté du médium qui nous permet de changer de lieu et d'époque d'une page à l'autre et d'une vignette à l'autre. Tout le texte du livre apparaît en voix off, d'où le décalage entre l'image et le texte pour souligner l'introspection auquel se prêtent les deux personnages, le peintre et le biographe. Depuis longtemps, j'apprécie le trait de ce dessinateur qui se rapproche de la ligne fragile, ou plutôt un dessin de ligne brisée. Mais ici, moins que dans ses autres livres, comme dans Grendel, ou bien La Maison des Secrets, ou bien C'est un oiseau, avec Steven Seagal au scénario. D'ailleurs, ils vont recevoir un prix Eisner du meilleur peintre ou artiste multimédia pour ce bouquin, qui évoque une histoire de Superman, mais pas que. Dans le carnet rouge, le dessin est souvent réalisé en peinture, mais aussi complété à la tablette graphique. Quant à la palette chromatique, elle apparaît plutôt froide et pastel dans cet album de ce dessinateur danois où le style pictural utilisé évoque un peintre, et c'est une bonne idée car dans un beau format chez l'éditeur Soleil. Et à propos de la mise en page, les vignettes sont étonnamment entourées d'un large contour noir très épais pour isoler des vignettes non alignées et semblent découpées grossièrement comme dans un cadre de tableau. En conclusion, il s'agit d'un récit exigeant qui nécessite une relecture attentive et, dans l'alternance des 3 époques, on ressent bien la complexité des scénarios de Steven Seagal, avec qui l'auteur réalise plusieurs ouvrages, mais aussi la porosité de son influence dans ce récit à plusieurs voix.
J'aime l'idée de ce biographe qui va abandonner pour un moment son projet initial pour faire des recherches sur un autre artiste et pour découvrir en fait que ce peintre était un faussaire et dont le tableau se retrouve accroché sur les cimaises d'un musée qu'il visite d'ailleurs. Un peu comme dans les romans de Claire Keegan, dans lesquels il faut lire entre les lignes du texte pour comprendre beaucoup plus. Dans cette bande dessinée, on ne voit jamais la femme décédée, ni les poètes dont il doit faire la biographie, ni aucun des tableaux peints par le faussaire. Au lecteur patient de compléter les vides interziconiques pour remplir les non-dits du récit et de la grande histoire de l'art. Oh là là, merci Benoît. C'était un peu long, mais c'était bien. Merci. Je dirais même plus. Première pause musicale, quand il neige sur Marseille, nous l'allons découvrir tout à l'heure, Carmela Krim sort ses vieilles moon boots. Alain Bachung, lui, enfilait son pull angora dès les premiers frimas, et c'est justement ce qu'il va nous chanter maintenant. Il m'aura fallu faucher les blés, soit le soir, soit encore à moi. Allô, Franck Biancarelli. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. Et donc, on va parler avec toi de la récente sortie du 2e tome des aventures de Carmela Krim. Mais juste avant cela, l'ami Benoît va te poser une question préliminaire et un peu périphérique à laquelle tu n'es même pas tenu de répondre. Alors, bonjour. Bonjour, je réponds avant la question et je dis peut-être. On va gagner du temps. Voilà. En préambule, je voudrais dire boum, boum, crash, crash, qui ne sont pas des onomatopées quelconques, mais bien le titre d'une émission que tu avais lancée sur le média avec Lewis Trondheim, ton scénariste sur Carmela Krim. Un numéro est dispo sur YouTube, avec pour titre « L'histoire au pays de la bande dessinée », au début duquel Lewis et toi donnez l'impression qu'une émission sur la bande dessinée manque au paysage et que vous allez faire pas mal de choses de ce petit jouet. Aïe, oui, on va se faire gronder. Et vous aviez d'ailleurs sélectionné une chouette palette d'invités. Alors pourquoi Boum Boum Crash Crash s'est-elle crashée ? Eh bien voilà, pourquoi ? C'est une bonne question. Eh bien parce que sur cette chaîne-là, comme sur à peu près toutes les autres, le nerf de la guerre, c'est toujours l'argent. Ah oui. Cette émission m'a été proposée par Denis Robert, avec lequel j'ai fait plusieurs albums. 3 albums, ouais. Et, 3 albums, et avec lequel je m'entends très bien. Et il pensait que j'étais capable de faire ça. À vrai dire, j'en étais sûr à 90%, mais je me disais que si j'avais un acolyte pour me renvoyer un peu la balle, ça serait pas mal. C'est pour ça que j'ai pensé à Lewis, qui a accepté par amitié et puis pour essayer. Mais hélas, l'émission a pas si mal marché. Elle a plutôt plu aux gens, mais c'est toujours pareil. Le média tenait à se concentrer sur la politique. Pourquoi pas Denis, lui, voulait l'ouvrir. Il y a eu une espèce un peu de lutte d'influence à l'intérieur. Ouais. Lutte d'influence qu'au bout du compte, il aura perdu, puisqu'il a été démissionné. Il a été démissionné du média. Bon, voilà, donc ça s'est arrêté. Je dois dire que on a dit qu'il y en aurait plusieurs, un peu comme pour essayer de conjurer le sort, mais on se doutait bien que... D'accord. Ouais. Bon, en tout cas, l'émission était très bien. Merci beaucoup. Ouais. Très intéressant. Et donc, on va parler de Carmela Krim et donc on va présenter un petit peu... Donc là, il y a le second tome de cette virevoltante série qui vient de sortir. Et donc, on avait découvert cette jeune femme, Carmela Krim, dans le premier tome qui s'appelait Ramdam Blues, qui était sorti en septembre 2020. Et donc, c'est une ex-flic marseillaise qui a été démise de ses fonctions. Apparemment, elle a servi un petit peu de fusible suite à une opération ayant mal tourné. Et en fait, elle a fait ça pour préserver son ex-collègue Aline, qui est la maman de Manon, une ado curieuse et vive que Carmela adore. Carmela, qui est naturellement devenue détective privée. Et c'est une détective privée qui n'a pas sa langue dans sa poche, qui gamberge à vitesse grand V et qui n'a pas froid aux yeux. Et dans le premier tome, on découvrait le décor marseillais, bien sûr, mais aussi 2 personnages secondaires qui reviennent dans ce 2e tome, c'est-à-dire Manon, qu'on a déjà cité, et Tadj, un chargé de sécurité d'origine comorienne assez massif, mais dont la langue est aussi agile que celle de Carmela. Et les échanges entre les 3 personnages, issus de la plume habile de Trondheim, c'est un vrai feu d'artifice. On retrouve avec plaisir ce joyeux trio dans le 2e tome, Drone Baladeur, avec la neige en plus. Et une nouvelle intrigue bien ficelée, dont on ne révélera rien ici et maintenant. Carmela Krim, c'est une série tout public, parfaitement assumée, ludique et bien construite, où tout le monde assure un travail de grande qualité, depuis Trondheim au scénario et dialogue. Il Signore Biancarelli et son dessin parfaitement lisible, réaliste et très plaisant à la fois, et Walter aux couleurs. Maintenant que le décor est ébauché, première question. Il semble que tu sois à l'origine du projet Carmela Krim en fait. Alors pourquoi est-ce que tu en as confié le scénario au grand Trondheim ? Eh bien, d'abord,
parce qu'il est grand, ça c'est c'est déjà une bonne raison pour le lui confier. Donc voilà, ça c'est déjà un bon début. Non, mais plus sérieusement en fait, j'ai plusieurs idées qui me trottent dans la tête tout le temps, et puis je voulais m'essayer à en pousser une un peu plus que d'habitude. Donc j'avais énormément travaillé le scénario. Je savais qu'il y avait dans mon scénario des choses un peu basiques, un peu classiques, qui pouvaient malgré tout m'aider à placer une ambiance. Et j'espérais, sur cette base un peu classique, l'ancien flic qui devient détective privé, comme ça, qui sont des petits, des petits gimmicks qui fait que tout le monde sait exactement où on est. J'espérais là-dessus réussir à développer un ton qui soit lui original. Et en fait, j'ai eu du mal à faire ça. Je me rends compte maintenant après coup, j'aurais pas mis ces mots-là avant, mais je me rends compte qu'en fait mon problème il était là. Il était que je n'arrivais pas à trouver un ton vraiment original. Bon, j'avais donc un problème que je savais pas résoudre, que je savais même pas nommer à l'époque. Et j'ai envoyé tout ça à Lewis. Et Lewis, a vu assez rapidement où était le problème. Il a commencé à déconstruire pas mal de choses. Il a inversé. J'avais deux personnages aussi, un personnage masculin comorien noir qui était mon héros, et un personnage féminin qui était qui l'aidait un peu, qui était un peu son contact dans la police. Oui, d'accord. Et il a inversé en fait ça, il a rajouté un troisième personnage, en fait voilà, il a remis tout ça à plat, il a tout déconstruit, il a un peu tout cassé, comme il dit, et puis de ça sont sortis des personnages plus puissants, moins stéréotypés, donc plus indépendants. Et puis surtout, je voulais, après avoir fait des bouquins un peu lourds avec Denis Robert, lourd de sens aussi, bien sûr, mais quand même un peu pesant, je voulais quelque chose d'enlevé, de positif, mais malgré tout, je voulais conserver de la profondeur. Et je voulais pas quelque chose de superficiel. Et je crois que Lewis, il est bâti pour ça. Il est bâti pour faire des trucs enlevés, pas superficiels. Il y a bien les deux dans la série, en tout cas, ça c'est sûr. Voilà. Alors, Carmela Crime est une série au décor soigné et référencé. Marseille est ta ville et ça se sent. Épicée de quelques belles scènes d'action, tout en laissant une place au moment plus détente. Bref, un menu complet. Cela demande une palette graphique large dont tu fais montre avec une belle assurance et une très grande efficacité. Cadrage et narration semblent les deux piliers sur lesquels tu as prioritairement bâti ton église. Es-tu d'accord avec cette analyse ? Alors, je suis absolument d'accord avec cette analyse et je t'en remercie. Je t'en remercie énormément. Cadrage, narration, c'est vraiment les choses les plus importantes pour moi. Il faut après dessiner bien, il faut dessiner correctement. Sûr, mais je fais pas partie des gens qui ont envie qu'on remarque son dessin. Ce que j'ai envie, c'est que ça soit bien raconté et on dirait, si on faisait du cinéma pour me faire comprendre, bien raconté, bien filmé. C'est ça dont j'ai envie. Et après, à l'intérieur, mes personnages, je me débrouille même pour qu'ils soient suffisamment légers pour que tout ceci soit digeste, en fait, et qu'on progresse dans l'histoire. Et donc, oui, absolument, mes deux piliers, ce sont ceux-là. D'accord, très bien. Mes deux jambes, ce sont ceux-là. C'est les deux jambes sur lesquelles j'avance. Super. Tu avais déjà collaboré avec Lewis Trondheim sur Infinity 8 en 2018. Mais du coup, comment, la rencontre, la base de tout ça, parce que donc, tu lui as proposé Carmela Crime, avant tu avais fait Infinity 8 avec lui, et donc il t'avait contacté, tu le connaissais, comment ça s'était passé au tout début ? Alors, ce qui s'était passé, c'est qu'au tout début, je pense qu'un jour j'étais, enfin je dis je pense, mais en fait je suis sûr, un jour j'étais en dédicace à un festival qui était la Comédie du Livre à Montpellier. Lewis habite là-bas, et il y avait un pote à moi qui travaille avec Lewis, qui s'appelle Guillaume Bianco, et Guillaume me dit, tiens, ce soir il y a une soirée chez Lewis, tu viens ? Je dis, non, c'est pas toi qui vas m'inviter. Il me dit, mais non, mais quand il me dit, tu viens, je vais demander à Lewis si tu peux venir. Je dis, alors d'accord, ok, demande à Lewis si je peux venir. Donc il a eu l'amabilité, en fait, de demander à Lewis, de me faire inviter. Et ça s'est très bien passé parce que déjà je suis bien élevé, ma mère a bien travaillé. Et ensuite, Guillaume est un garçon très sympathique, Lewis était très sympathique avec moi. Donc on s'est connus comme ça, on s'est croisés, on va dire 2 fois, 3 fois comme ça peut-être. Je vais dire 2 fois, voilà. Et au moment d'Infinity 8, d'après ce que j'ai compris, je n'ai pas le fin mot de l'histoire, avec Olivier Vatine, il cherchait un peu des dessinateurs. Et j'imagine que parce qu'on se connaissait un peu, mon nom est remonté un petit peu à la surface dans le cerveau de Lewis, et il m'a proposé ça. Alors
moi, j'avoue que travailler avec Lewis, c'était quelque chose dont j'avais envie. Je n'avais pas trop en rêver, parce que je savais pas si mon boulot l'intéressait, mais moi, j'en avais envie. Donc, j'ai sauté sur l'occasion, quoi qu'il arrive. D'autant plus qu'on pouvait choisir un co-auteur, et s'il y avait Emmanuel Guibert, que je connais quand même assez. On n'est pas amis du tout avec Emmanuel, mais on est camarades assez, on est d'assez bons copains, quoi. Donc travailler avec Lewis et Emmanuel, ça me faisait plaisir, en fait, tout simplement. D'accord. Et effectivement, ça s'est suffisamment bien passé pour que je me sente très à l'aise de lui proposer autre chose après, quoi. Très bien. Alors justement, Carmela Akrim ne serait-elle pas la phocéenne cousine de Marie Garrison? Maggie. Maggie, qu'est-ce que j'ai dit? T'as dit Marie. Maggie, c'est pas grave. Ta langue à fourcher. C'était notre série avec Trondheim au scénario et Stéphane Noiry au dessin, avec Maggie, donc, qui pencherait sur le cinéma britannique des Mike Leigh ou Ken Loach, tandis que Carmela lorgnerait plus sur Jacques Deray, Henri Verneuil, et leur savoir-faire qualitatif et grand public à la fois. Alors, oui ou non? une chose qui est sûre, je ne sais pas. Je vais te dire une chose qui est sûre, c'est que moi j'avais lu Maggie Garrison, que ça m'avait impressionné, et que le nom de Lewis, il vient pas comme ça juste parce que je le trouve gentil, intelligent, drôle. C'est pas suffisant. J'avais lu Maggie Garrison, j'avais trouvé ça super, quoi. Et je me suis dit bon, s'il y a quelqu'un qui peut me sortir du mauvais pas, dans mon entourage en tout cas, c'est lui. Donc oui, Maggie Garrison pèse dans la balance, ça c'est sûr. Par contre, en fait, je dessine quand même. J'ai plus un dessin réaliste, classique de bande dessinée que Stéphane Noiry ou Mathieu Bonhomme, avec qui Lewis a travaillé. Enfin, classique, c'est pas le mot, mais mon dessin est plus réaliste que le leur. Ouais. Et donc, du coup, le scénario de Lewis s'en ressent. Il est bâti quand même différemment. Il y a toujours autant d'humour, c'est toujours autant, autant rythmé, mais il aborde d'autres thèmes en fait. Il en profite plus pour aborder au détour d'une phrase, hein, pas de façon pesante, et c'est ça qui m'intéressait, mais il se débrouille pour aborder, par exemple, c'est le premier exemple qui me vient, des thématiques sociales, tu vois, qu'il n'aborde pas avec Stéphane Noiry dans Maggie Garrison. En tout cas, je m'en souviens plus, mais non, je crois qu'il ne les aborde pas. Donc voilà, il y a oui. Il y a peut-être un peu de rapport, mais à mon avis, pas tant que ça, en fait. D'accord. À mon avis, pas tant que ça. Non, mais c'était le personnage féminin, un peu isolé. Ah oui, alors par contre, le personnage féminin... Ouais, le personnage féminin, ouais, d'accord. Alors ça, c'est la marque de fabrique de Lewis depuis quelque temps. Parce qu'Infinity 8 aussi, c'était des personnages féminins, tu vois. Donc c'est devenu un petit peu sa marque de fabrique. J'ai l'impression que ça l'intéresse beaucoup d'essayer de créer des personnages féminins qui sont autre chose que la caricature de ce qu'en a fait parfois la bande dessinée. Est-ce que tu sais... Ou le cinéma. Est-ce que tu sais ce qu'est le test de Bechdel, par exemple? Oui. Oui, voilà. Donc le test de Bechdel, c'est rigolo. Hein, c'est une autrice de bande rigolo. dessinée. Et qui a fait un test. Alison Bechdel, voilà. Oui, je crois que c'est ça son prénom. Du coup, il ne me revenait plus. Et en fait, son test, c'est trois petits trucs à vérifier pour savoir si... dans un film ou dans une œuvre, ou quoi que ce soit, il y a un personnage féminin intéressant ou pas. Et c'est vrai qu'à peu près l'essentiel des scénarios ne passe pas le test de Bechdel. C'est assez drôle de se rendre compte de ça, mais et je pense que Lewis, ça l'interpelle de produire des personnages un peu différents de ce qui se produit classiquement. Ça l'amuse d'aller chercher un endroit où pas tant de gens que ça ont cherché, même s'il n'est pas le seul à le faire. Donc je pense que depuis quelque temps, il se plaît à s'intéresser aux personnages féminins. Voilà. Ok. Bah écoute, on va faire une petite pause musicale, comme ça tu vas pouvoir finir ton café. Tu as choisi une chanson de Jean-Louis Murat, À l'amour. Ouais. Hein, et donc, pourquoi as-tu choisi À l'amour? C'est un message à ta compagne? Alors, ça pourrait déjà, ça c'est sûr. Mais ensuite, je me suis dit que j'allais choisir quelque chose d'un peu connu. En tout cas, son nom à lui est connu. Ouais. Et ensuite, parce que je voulais pas des choses trop obscures. Et ensuite, quelque chose que j'écoute en travaillant. Et la musique de Jean-Louis Murat, c'est pas la seule, hein, il y en a d'autres. Mais je trouve qu'elle est propice à être écoutée en travaillant. Elle me laisse, elle remplit pas toute la pièce. Voilà, je cohabite assez bien avec. D'accord. Bah, donc écoute, souvent, il y a ces albums qui tournent. On va l'écouter tout de suite. Merci, et puis on se reprend juste après. Merci beaucoup.
Voilà, c'était le choix de Franck Biancarelli, Jean-Louis Murat. Et donc, on va continuer ce petit entretien. Donc, on te sait grand amateur je suis pas trop long dans mes réponses. C'est bon. Non, c'était parfait. On va faire un poil plus ramassé dans la deuxième partie du coup, mais c'est pas grave, pas de problème. Et donc, on te sait grand amateur de comics, parce que tu postais récemment des pages de John Paul Leon sur tes réseaux sociaux, et on t'a souvent lu ou entendu parler des Gardiens, de Moore et Gibbons, de Milton Caniff, de plein de références. Et tu as même réalisé la couverture d'un livre analyse sur ce chef-d'œuvre Watchmen Now, qui était écrit par Aurélien Lemans, ainsi qu'un petit épisode, dis donc, de Conan enfant qu'on n'a pas lu pour Dark Horse. Alors, peux-tu nous citer quelques-unes de tes références dans le domaine du comics et nous dire ce qu'ils t'ont apporté? Alors, mes références, je dirais que la référence ultime pour moi, vraiment assez connue, relativement connue, c'est Alex Toth. Toff, j'ai jamais su comment on prononçait, qui est un dessinateur américain qui démarre au début des années 50, peut-être même fin des années 40, et qui après travaille dans le dessin animé, qui produit énormément de comic books. Et c'est vraiment des plus grands narrateurs qui soit. Il est respecté d'à peu près tout le monde. Il a été notamment respecté de Moebius, puisqu'il a créé le personnage du Métabaron en référence à un personnage d'Alex Toth. Voilà, lui, c'est vraiment le plus important, je dirais. Puis après, il y a un autre dessinateur américain qui s'appelle José Luis Garcia Lopez, alors américain, qui travaille aux États-Unis. Et lui, il a vraiment une construction des personnages, des perspectives, tout ça, qui est hérité des grands classiques, comme Alex Raymond, très grand dessinateur aussi, évidemment, mais qui l'a un peu modernisé et qui m'a énormément marqué quand j'étais enfant. Et il y a un peu dans ma façon de construire les choses, un peu de Garcia Lopez aussi. D'accord. Voilà. Alors Franck, on sent une belle modestie chez toi. Alors voici de quoi la bousculer un peu. Ne serais-tu pas en quelque sorte l'équivalent hexagonal de Dave Gibbons, le dessinateur entre autres des Watchmen d'Alan Moore? Ça serait pas mal, hein. Ça serait pas mal du tout. Qu'est-ce qui pourrait être équivalent chez moi avec Alan Moore? Il a une très grande préoccupation des personnages. Il essaye vraiment de très 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 bien les définir, très bien les penser. C'est quelque chose qui m'intéresse. Si je pouvais le faire aussi bien que lui, ça serait super. Ça, c'est la première chose. Il a des découpages qui ne cherchent pas à en mettre plein la vue, mais qui lui permettent de raconter les choses de façon assez fluide et assez subtile. J'essaye de faire la même chose. Donc oui, voilà, pourquoi pas. Okay. Il est intéressé par le dessin réaliste de bande dessinée, moi aussi. Donc écoute, je te remercie. Merci beaucoup. C'est normal. Et donc, tu avais déjà donné dans le polar, dans un des 3 albums que tu as fait avec Denis Robert, avec qui tu avais fait aussi Dunk, qui s'était transformé en Circuit Mandelberg, qui était de l'anticipation. Vous aviez fait un récit un peu plus initiatique, intimiste, qui s'appelait Grand Est. Alors, comment s'est passée cette collaboration et maintenant qu'il est occupé par sa chaîne alternative Blast, autofinancée, est-ce que tu crois qu'il aura encore le temps de t'écrire des projets? On a parlé l'autre jour et on s'est dit qu'on referait, on s'est redit mutuellement qu'on rebosserait volontiers ensemble, mais pour l'instant il n'y a rien de prévu. Il y a rien de prévu qui s'arrête dans le temps, où il n'a pas d'idée de projet. Mais moi j'aimerais bien, j'ai été très content de travailler avec lui, il m'a amené des sujets et vers des sujets et des préoccupations que je n'avais pas jusqu'à présent. En fait, j'essaye de travailler avec des gens qui me font faire un pas de côté, voire 2 même si c'est possible, par rapport à la bande dessinée classique. J'ai un dessin qui pourrait sembler être très classique, mais qui en fait ne l'est pas tant que ça. Et ce que j'aime, c'est vraiment les pas de côté. Et c'est bien de prendre quelqu'un qui est écrivain comme lui pour permettre ça. C'est bien de prendre quelqu'un qui a priori n'est pas dans les codes traditionnels de la bande dessinée ou qui aime bien les bousculer comme Lewis. Donc, je cherche ces gens-là, même si je me souviens plus tout à fait de la question, je pense malgré tout y avoir répondu. Bravo, c'était balèze. En voici une nouvelle. Ouais. Franck, tu as démarré ta vie professionnelle comme prof de maths. Est-ce que ça t'a plu d'apporter de la matière pour ton activité actuelle, et comment passe-t-on de Thalès ou Pythagore à Dave Gibbons ou Eduardo Risso? Alors, je dirais que
si je devais donner un conseil à la jeunesse, n'est-ce pas, je dirais qu'il faut absolument pas faire ce que j'ai fait. Les maths? Non, pas des maths. Si on veut faire de la bande dessinée, faire autre chose que du dessin. Et je pense avoir perdu beaucoup d'années et peut-être même avoir perdu beaucoup de confiance. C'est peut-être cette absence de confiance qui n'est, bon, j'ai retrouvé de la confiance depuis, mais qui est peut-être à l'origine de ce sentiment que tu peux avoir et que beaucoup de gens ont de modestie. Mais voilà, je pense qu'on prend un risque à faire autre chose que du dessin si on veut faire de la bande dessinée. Donc je dirais que ça ne m'a rien apporté, bien au contraire que ça m'a fait perdre du temps. Ah, d'accord. Mais par contre, j'ai adoré faire des maths. C'est quelque chose que j'aimais énormément et tout simplement, je n'ai pas su choisir pendant longtemps entre les deux, entre dessiner ou faire des mathématiques. Ça a plutôt été ça mon problème. Mon problème, ça a été plus que je ne savais pas choisir entre les deux. Voilà. D'accord. Bah écoute, on va clore là cet entretien. Alors désolé, on n'a pas pu parler de Galfalec, on n'a même pas évoqué Serge Le Tendre et le livre des destins. Enfin, il y a plein de lacunes. C'est comme quand on révise les maths au bac. Voilà. Bah écoute, merci à toi. Merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie, c'est très gentil. Et puis on va te laisser retourner à ta chère table à dessin. Et puis nous, on va continuer avec un petit miracle de chanteuse qui est venue de la Nouvelle-Orléans de Tom Waits pour enregistrer à Paris un album qui nous a bien remonté le moral pendant les multiples confinements. C'est Sarah McCoy et elle va nous chanter Boogeyman. Au revoir Franck, merci beaucoup. Au revoir, merci beaucoup à vous. Because I can. Because I... Ah, un peu de douceur dans ce Je dirais même plus numéro 16 sur Millennium. Douceur qui s'interrompt tout de suite avec cette troublante question. Dans notre saison 3 de Covid mon amour, les showrunners semblent nous avoir sorti du chapeau un nouveau variant d'Omicron qu'ils auraient nommé le D2. Est-ce un hommage cryptique à notre D2 à nous, Damien Dogno ? Pas sûr, car nous qui le connaissons bien, ne lui trouvons aucun faux air de D2. Faux air de D2. Vas-y, notre Damien, sois viral et contagieux, mais pour la bonne cause. On va mettre ça sur le compte de la guerre des étoiles. Exactement. C'est pas pour jouer les grosses feignasses, mais j'ai pas écrit ma chronique aujourd'hui. Encore ? Et t'es fier ? Bon, ok, je change. On reprend. C'est pas pour me la péter, mais j'ai lu une bande dessinée et je vais vous en parler. Est-ce que c'est mieux, Gilles ? Ouais, t'as lu une BD, c'est vrai ? Non, mais moi, je m'attends un peu au pire quand même. Allez, vas-y. Bon, allez, en fait, je vais dire un peu du mal des graphic novels. J'ai parcouru avec un plaisir sans borne Ladies with Guns, le tome 1. Alors, c'est un scénario de Olivier Bocquet et un dessin de Anne-Laure. Ça sort chez Dargaud. Et pourquoi je veux vous parler de ça, c'est qu'on parle pas mal de graphic novels, de bandes dessinées un peu mainstream dans cette émission, qui ont la fâcheuse tendance à être un tout petit peu plan-plan, où le dessin n'apporte pas grand-chose Comment à il tue les l'histoire. collègues. Voilà. Et moi, je vais vous parler aujourd'hui de Scott McCloud, qui est un analyste états-unien, et qui nous dit la BD, c'est l'art, c'est de l'art et de l'ellipse. Et l'ellipse, on n'en voit pas beaucoup dans les graphic novels, et c'est pour ça que je veux vous parler de Ladies with Guns. Pourquoi on parle d'ellipse ? C'est que en bande dessinée, on a 46 pages en moyenne et 8 à 9 cases par planche. Donc on est sur un album entre 370 et 414 cases. Beaucoup moins qu'au cinéma. Et pourtant, on doit raconter une histoire. Et cette histoire, elle va avancer dans l'imagination du lecteur. Et c'est là où pas mal d'auteurs sont un tout petit peu mécaniques et d'autres, au contraire, très très imaginatifs. Et c'est le cas de Anne-Laure dans cette bande dessinée. Je vais prendre juste un exemple. Les 5 protagonistes féminines se retrouvent et en une seule case, tout est dit. Elles vont toutes rentrer dans l'envie qu'elles ont de se mettre ensemble pour protéger l'une d'entre elles. C'est une case, des regards, des regards croisés et tout est dit. Et c'est là où la bande dessinée est extrêmement forte. Bon, il y a
quelques facilités dans cette bande dessinée. Je ne suis pas complètement persuadé que les flashbacks étaient nécessaires au début. On reparlera éventuellement de flashback dans la nécessité d'un flashback dans un scénario. Mais quand on découvre une bande dessinée, on va se projeter dans cette histoire, on va faire nous-mêmes les raccords entre les cases, on va combler tous les vides, et quand on arrivera en bas d'une page, on aura l'envie de tourner parce que dans sa mise en scène, dans son storyboard, le dessinateur ou la dessinatrice dans le cas présent aura vraiment donné l'envie de tourner la page et d'avancer. Et c'est vraiment le cas qu'on a dans Ladies with Guns. Et c'est une très très bonne surprise de bande dessinée depuis pas mal de temps. Donc j'avais envie de vous en parler. Et on va s'arrêter là. Voilà, j'adore tes conclusions, Damien. Merci beaucoup. Des filles avec des flingues. Et donc, graphic novel, ça veut dire roman graphique pour les non anglophones. Merci, Damien. Eh bien, écoute, on va passer maintenant à André. Je dirais même plus. Un cavalier qui surgit hors de la nuit, court vers l'aventure au galop. Son nom, il le signe à la pointe de l'épée. Oui, à la pointe de l'épée. Zorro, c'est à la pointe de l'épée qu'il signait son nom. Les dessinateurs sont souvent pacifiques et utilisent plutôt la plume et le feutre, parfois le pinceau. Signer son œuvre n'a pas toujours été la règle dans la bande dessinée et dans le dessin d'humour. Surtout quand, justement, la bande dessinée et le dessin d'humour n'étaient pas considérés comme des œuvres. La signature, c'est important. C'est une revendication. L'auteur assume. Certains artistes vont aller plus loin. Ils vont faire de leur signature un acte artistique, une création à part entière. 3 auteurs me reviennent en mémoire. Le premier, c'est Jacques Lavergne. Il était un maître du dessin d'humour. En 50 ans de carrière, il a comptabilisé 27 000 dessins parus dans une quarantaine de journaux, sans compter les journaux étrangers. Lavergne illustrait ce que Jules Renard appelait l'absurde de la vie. Il l'illustrait par des scénettes tendres, des cartoons gentils, mais à l'humour percutant. Un jour, il y a longtemps, Gilles m'a offert un vieux recueil de dessins de Lavergne, un fascicule improbable et introuvable que j'aime, Gilles, relire, revoir régulièrement. Dans les années 50, Lavergne a en effet publié plusieurs albums préfacés par des humoristes célèbres de l'époque, comme Fernand Reynaud ou bien encore Robert Lamoureux. Certains de ces albums ont connu des tirages très importants, 85 000 exemplaires. C'était ce que Lavergne appelait la période bleue du dessin d'humour, avant la période noire. D'accord. Et donc, André, ce Lavergne-là, il ne se contentait pas de signer simplement, il avait mis au point une signature particulière? Oui, effectivement. La signature de Lavergne a souvent intrigué ses lecteurs. La queue de la lettre G de Lavergne se prolongeait vers le bas et devenait ainsi une sorte de branche sur laquelle 3 oiseaux, puis ensuite 4, sont venus se percher. Intriguant, bizarre. Un jour, Lavergne m'a tout expliqué. L'oiseau blanc, au centre, c'était lui. Le premier oiseau noir, c'était sa femme. Le deuxième représentait son fils. Et enfin, le troisième, c'était son animal domestique, le clébard de la maison. Toute sa tribu accompagnait chacun de ses dessins. Étonnante et jolie signature, pleine d'amour familial, pleine de poésie. Deuxième artiste de la signature bizarroïde, Botaro, le génial créateur de Pépito le Petit Pirate. Très souvent, l'italien Luciano Botaro signait tout simplement Bot. Le B est rond,
comme son merveilleux graphisme, et les deux T, eux, s'entremêlent, devenant quasiment le symbole pi. Mais la vedette de cette signature, c'est le O. Ce O rigolo qui possède 2 yeux et une bouche. Ce O qui nous salue en nous tirant son chapeau. Quelle politesse, quelle classe. Moi, ça me botte. Le troisième, c'est André Franquin. André Franquin a toujours craint de s'ennuyer dans son métier de dessinateur de bande dessinée. Et pour éviter cela, il se lançait sans cesse dans de nouveaux défis. Avec Franquin, il fallait que tout soit en perpétuelle mutation, que tout bouge. Or, la seule chose qui restait immuable au sein de sa création graphique, c'était sa signature. Donc en 1970, dans le journal de Spirou, la planche 644 de Gaston marque le début d'une petite révolution. En jouant de l'onomatopée ou en transformant les lettres en petits objets, il triture, il anime, il métamorphose sa signature. Le F peut servir de parapluie, le I, lui, peut se transformer en bilboquet. Et une fois, ce sont toutes les lettres qui ont éclaté dans tous les sens comme des pop-corns. Les signatures de Franquin font écho, font référence aux gags de chaque planche. Une incroyable gymnastique, une contrainte exigeante, une imagination foisonnante, mais vous le savez, Franquin, c'est un génie. Bah oui. Alors, c'est tellement inventif qu'un petit album sera publié présentant l'intégrale des signatures dessinées par Franquin pour les planches de Gaston Lagaffe. Mais il n'y a qu'une seule signature dont nous ne saurons jamais rien. Nous ne saurons jamais à quoi ressemble la signature de Monsieur de Messmaeker au bas d'un contrat. Exactement. Merci beaucoup, André. Je dirais même plus. Mesdames et messieurs, il n'est de bonne compagnie qui ne se quitte, comme aurait pu dire le sergent-chef Chaudard, à Tassin et Pithiviers. Les connaisseurs esseuses apprécieront le clin d'œil. Et voici l'heure venue de clore ce 16e, je dirais même plus, sur Millennium. Rassurez-vous, nous reviendrons dans 7 petits jours pour mettre en lumière un autre dessinateur que vous découvrirez en temps utile. Et même rendre hommage à un autre récemment disparu dont l'esprit sera saupoudré habilement par notre André dans sa présentation. Et le formidable et dominical invité formidable sera cuisiné par Benoît, ça va groover. Ce dimanche-ci, nous avions nos sociétaires, Clotilde Pontalier, Benoît Lintanf, Damien Degnaud et André Morvan, et le soutien de Fred, libraire de BD rennais, officiant avec panache à Tibul, tome 2. Merci toutes et tous, copains et copines, d'avoir une fois encore fait de votre mieux, en dépassant vos propres limites de la semaine passée, tout en restant un peu en deçà de ce que vous serez la semaine prochaine. Bel exploit. Cette 16e accueillait avec bonheur le phocéen Franck Biancarelli et nous espérons que le dit bonheur était encore plus contagieux qu'Omicron et toute sa bande. Un grand merci chaleureux à ce super dessinateur. Achille Talon déclarait souvent en interview qu'il ne serait rien sans la présence de Greg. Eh ben nous, c'est pareil, alors on lance un grand merci hebdomadaire à notre Greg. Nous vous laissons maintenant revenir doucement à la vraie vie, celle où les albums de BD n'attendent que vous pour les découvrir et vous y plonger. Les gens, si ça vous a plu, ne manquez pas les prochaines, toutes les prochaines, parlez-en autour de vous, répandez la bonne parole et partagez sur les réseaux sociaux et les plateformes. N'oubliez pas notre chaîne YouTube où cette 16e sera postée dans quelques secondes, grâce au bon soin de Damien qui met des images sur les sons. À dimanche prochain pour une 17e émission que nous pressentons déjà haute en couleur et en trame de gris et avec un ancrage soigné. C'était Je dirais même plus. On vous embrasse bien fort et on se souhaite à toutes et tous un proche retour à des existences un peu plus libres et avec moins de mini-slips kangourous chirurgicaux oppressant nos appareils respiratoires. Mais surtout, avec plein de BD. Kenavo! Kenavo. À bientôt.